Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des deux premiers matchs de la finale de la conférence Ouest entre les Lakers et les Nuggets, de l'incroyable victoire du Heat sur le parquet de Boston pour le premier match de la conférence Est, enfin finale de conférence Est, et on aura également un mot sur Ja Morant encore une fois et de sa suspension à venir parce qu'Adam Silver s'est exprimé sur la question. Pour m'accompagner, c'est avec joie que j'accueille Tom Feller. Bonjour Tom. Comment vas-tu, Josh? Ça va très très bien et toi? Très bien, très bien. Écoute, c'est la meilleure période de l'année, les Ouais. playoffs. Même si Memphis n'est plus qualifié, Ja Morant fait des siennes, mais c'est la meilleure période, la meilleure période de l'année. Donc, on regarde les matchs et voilà quoi, on profite du bon basket et du basket de qualité qu'on aime. C'est marrant que tu dis ça. Je vais faire un copier-coller quasiment du sommaire de lundi avec Théophile C'est au ça? Messer, parce que je vais encore parler des mêmes sujets. Mais en même temps, maintenant que j'étais dans le podcast, c'était impossible pour moi de ne pas te parler de Ja Morant et de la suspension potentielle qu'il va subir. Les Oui. premières estimations évoquent une potentielle suspension d'une vingtaine de matchs, Mhm. voire de la moitié de la saison prochaine. Il y a Adam Silver qui a donné une interview à ce propos, ce qui montre l'importance que revêt ce cas particulier pour la NBA, qui prend cette affaire manifestement très au sérieux. Je rappelle encore une fois, on peut dire, oui, Ja Morant n'a rien fait d'illégal, il n'a pas commis de crime ou quoi que ce soit. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est une question d'image pour la Ligue, qui est avant tout une entreprise commerciale qui a longtemps travaillé pour cultiver cette culture de divertissement familial. Moi, je me souviendrai toujours de la tête de David Stern pendant le Malice at the Palace, Ah là là, pendant cette grand baston moment de incroyable. l'NBA, grand moment de l'NBA, hein. Qui a Grand tout moment. changé, en fait. Ouais. Qui a tout changé leur façon d'aborder à peu près tout dans la ligue. Le code Ouais. vestimentaire, les fautes flagrantes, tout ce qu'on voit aujourd'hui découle de ce moment pratiquement. Et ce jour-là, David Stern, il a vu des enfants pleurer dans les Dans les tribunes, dans ouais. les tribunes. Il s'est dit, c'est un spectacle absolument navrant, c'est une honte pour notre ligue. Plus jamais on aura ça. Et la culture ghetto, arme à feu, drogue, bad boy, tout ça, c'est terminé. Et aujourd'hui, Adam Silver, c'est ce qu'il va chercher à maintenir, clairement. Mm. Et tu peux être sûr que la première suspension, donc nos 8 matchs qui a eu lieu, et ensuite Ja Morant qui avait promis de se faire soigner, il a fait amende honorable. Manifestement, il n'y a rien qui a suivi. D'ailleurs, il l'a dit. Je me rends compte parce qu'il a délivré un communiqué pour dire j'ai commis une erreur. Encore une fois, je sais que ma Ouais. parole n'a probablement que très peu de valeur à l'heure qu'il est. Oui, Ja Morant, oui, effectivement, ta parole n'a aucune valeur à l'heure qu'il est. Tom, je voulais avoir ton opinion sur tout ça. Bah écoute, déjà la première chose c'est de la déception. C'est de la déception puisque ça fait quoi? Ça fait même pas 2 mois, hein, 2 mois qu'il a été suspendu. D'ailleurs, tu vois, après ce qui s'est passé en boîte de nuit à Denver. Mm-hmm. Alors oui, là c'est différent. C'est-à-dire que la première fois, c'est lui qui s'était affiché de son propre chef, l'arme à la main. Là, c'était lors du coup d'un live de ses amis. Oui, D'ailleurs, et le il y a même pas mal. ami qui est de retour Ouais, dans toutes les affaires qui suivent c'est Ja ça. Morant depuis un moment, parce que Ja Morant, il y a eu ces 2 fois où il est apparu avec une arme à la main, mais il y a eu toutes les autres fois, toutes les autres affaires qui tournent autour De de lui. Devontae Pack, du coup. Voilà, c'est vrai que le gars, c'est lui, du coup, qui avait été suspendu C'est des ça, matchs au FedEx Forum, je crois, et à Indiana c'est par rapport ça. à ses agissements. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que beaucoup de gens sont tombés sur son ami, sauf que le mec, il fait un live dans sa voiture, il fait un live dans une voiture. À aucun moment, tu te dis que le mec qui est à côté de toi va sortir un flingue, quoi. Enfin, alors oui, Ja Morant, il a déjà fait des choses auparavant, mais je pense que, tu vois, son ami, il filme Ja Morant. À aucun moment, il se dit, tu vois, Ja Morant va sortir Ouais, un flingue de sa poche pendant, au pendant le final, j'en live, tu sais vois. rien. Tout ce que je me dis, c'est que Ja à avoir ce comportement-là, puis Oui. voilà, à jouer au bad boy. Je sais pas, C'est je ce sais qui pas lui si est c'est vraiment reproché bad aussi boy. par une partie des commentateurs, c'est-à-dire de jouer le mauvais garçon alors que c'est pas du tout son origine, c'est pas du tout lui, Bah, quoi. je sais pas si c'est vraiment le côté bad boy ou c'est plus, tu vois, par rapport à la musique qu'il écoute. C'est-à-dire que on Mm. sait que Ja Morant, c'est un grand fan de NBA Youngboy. Donc NBA Youngboy, je crois que c'est un chanteur du Tennessee qui fait du coup je crois, de la drill, on peut appeler ça. Et en fait, c'est un style musical
où les paroles sont assez, on va dire, euh, axées sur la violence, des choses comme ça. Hmm. Donc, ce qui se passe, c'est que dans certaines chansons, il y a comment dire, il y a un peu un appel à, voilà, je porte mon pistolet, j'ai mon pistolet sur moi. Et en fait, t'as l'impression en fait, que la musique transcende Jamoran et qu'il se sent obligé de Je faire vois comme ce que s'il tu était veux dans le dire. clip, quoi. Donc, Ouais. c'est, Il se fait son petit jeu de rôle, quoi. voilà, il se fait son petit jeu, il se fait son petit jeu Il rôle, s'y voilà. croit, quoi. Hmm. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres incidents, notamment avec le jeune garçon avec lequel il s'est Tout à fait, ouais, battu il y a des faits pendant de violence, l'été. ouais. Voilà, il y a des faits de violence, il y a des choses comme ça. Mais après, pour revenir à la question principale de la suspension, enfin, ça parle de 20 matchs, 40 matchs. Moi, je trouve que il y aura pas 40 matchs, hein. Enfin, parce que, pour rappel, je sais pas si tu te souviens de Stephen Jackson, qui était Mhm. à la sortie Tout à qui avait fait. tiré à la sortie d'un street club. Il Tout avait à pris fait. 11 matchs, hein, par David Stern. Il avait pris que 11 matchs alors qu'il a tiré. Et je pense que ce qui va faire la différence, c'est vraiment le côté dégradation de l'image de la ligue. À quel point la récidive et la dégradation de l'image de la ligue va jouer pour Ja Morant. Donc ouais, moi je pense que ouais, une vingtaine de matchs, je pense une bonne vingtaine de matchs, 20-25 matchs, je pense, par rapport à la récidive. Ouais, il y a eu aussi cette idée de dire que Adam Silver et la NBA s'étaient montrés plutôt compréhensifs la première fois. Mm. Ils ont accepté la suspension qui était plutôt raisonnable de Oui. 8 matchs avec Ja Morant qui affirme vouloir se soigner, prendre le temps de réfléchir à ce qu'il a fait et ainsi de suite. Et manifestement, c'est ce qui pose aussi problème à la NBA aujourd'hui, c'est que ils ont l'impression d'avoir laissé l'opportunité à Ja Morant de faire amende honorable et que ça se reproduit quelques mois plus tard, Mm. 2-3 mois plus tard, et que bah, là, manifestement, il y a peut-être une obligation de leur part de se dire bon, bah, est-ce qu'on ne doit pas réagir avec beaucoup plus de fermeté cette fois? Et je Mm. pense qu'il y a ça aussi derrière la potentielle suspension qui va tomber. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Pour terminer sur cette histoire de Ja Morant et des Grizzlies, comment tu vois ça, comment tu vois cet incident impacter la franchise? Qu'est-ce que ça change du point de vue des Grizzlies, selon toi? Bah, déjà, dans un premier temps, ça a déjà changé quelque chose cette saison, puisque Ja Morant, sans cet incident-là, il aurait pu être All-NBA, donc Mhm. être éligible à un contrat de presque 230 millions. Et là, bah, il passe à côté et il se retrouve avec, entre guillemets, juste 200 millions à peu près. Donc, il a quand Oui, il même, va s'en remettre. Hein. voilà, il va s'en remettre, mais par rapport à ce qu'il aurait Oui, pu je vois. avoir et par rapport à ce que ça aurait pu coûter en termes de flexibilité financière pour la franchise, il y a déjà Memphis de ce côté-là gagne un levier supplémentaire pour faciliter la construction de son équipe, puisque le salaire de Ja Morant pèsera pour un peu moins que ce qu'il aurait pu peser pardon, s'il n'y avait plus, il n'avait pas eu cette suspension. De l'autre côté, tu peux te dire, mais à quel point tu peux faire confiance à ce gars-là et à sa maturité, puisque globalement, plus que le simple fait qu'il est récidivé, c'est que tu as t'as la sensation en fait que c'est pas qu'il s'en moque, mais que ça ne lui fait pas peur. Toutes les Mhm. conséquences qu'il peut y avoir, ça ne lui fait pas peur. Donc aujourd'hui, c'est ça, peut-être que demain, ce sera autre chose. Et ensuite, c'est par rapport au personnage et la réciprocité, enfin, à quel point, tu vois, le fait que ces deux actes soient rapprochés, Mhm. à quel point, en fait, tu peux te dire que ben, ce gars-là, il va mûrir, alors que Ja Morant sur le terrain et Ja Morant hors terrain, et même, tu vois, par rapport à sa draft, le joueur que Ja Morant était hors terrain au moment de sa draft et le joueur que Ja Morant est devenu hors du terrain, euh, Depuis? en dehors du terrain depuis, c'est devenu deux personnes totalement différentes. Alors oui, il y a Ce que tu veux dire, c'est que le son fait, évolution n'est pas rassurante, en fait. c'est ça. Son évolution n'est pas rassurante pour ceux qui montrent. Alors, oui, il y a pas mal de points qui sont positifs, mais les points négatifs commencent à sortir. Il y a en fait, il y a un enchaînement de petites choses qui peuvent te faire te poser des questions. Alors, déjà que sur le terrain, tu avais la problématique de est-ce que c'est un joueur qui va pouvoir rester assez en santé par rapport à son style de jeu. Maintenant, tu as la problématique, est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir rester en dehors des ennuis
pour que tu puisses lui faire confiance et bâtir ton équipe autour de lui. Puisque aujourd'hui, moi, je pense que Memphis construisait avec Ja Morant et ne construisait pas encore autour de Ja Morant. Donc, quand je dis ça, c'est dans le sens où quand par exemple, tu construis autour de Ja Morant, ben, tu vas avoir besoin d'uniquement de joueurs qui sont capables de jouer avec lui. Mhm. Et c'est pas grave si ces joueurs-là sont moins bons quand il n'est pas là, puisque tu sais qu'en playoff, il va être amené à jouer 30, 40, 50 minutes. Un peu comme ce que fait Denver avec le pivot de backup, quoi. Tu sais Hmm. que ton meilleur joueur en playoff, il va jouer la quarantaine de minutes. T'as pas besoin d'investir sur un backup pivot. Alors que là, par exemple, Memphis, ils ont le meilleur backup meneur de l'NBA. Donc là, tu peux te Hmm. poser des questions. Est-ce que, tu vois, si tu construis autour de Ja Morant, tu n'as pas besoin du meilleur meneur backup de l'NBA, puisque au final, ton meilleur meneur backup de l'NBA, si il joue pas avec Ja Morant, il sera pas beaucoup utilisé quand ça comptera. Donc là, tu peux te reposer la question, mais au final, ben, on va peut-être continuer de construire avec, parce que ce gars-là, on ne sait pas combien de temps il peut rester sans problème, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Oui, c'est ce qui est inquiétant aujourd'hui pour Memphis, c'est la potentielle évolution de tout ça. De croire que potentiellement la première fois c'était suffisant et que, comme il l'avait dit lui-même, il était temps pour lui d'évoluer, de nettoyer ses relations C'est ça. et de réfléchir à son avenir en NBA, les conséquences de ses actes. Et puis, ouais, comme tu dis, manifestement, il en a, ça n'a, ça n'a pas vraiment finalement pesé tout ça. Il est capable de refaire la même bêtise quelques mois plus tard. Et là, tout d'un coup, le doute est Mm, permis, quoi. mm. On verra. On verra ça, ouais. Je sais pas. Je suis quand même très déçu Ouais, par Ja bah oui, Morant. tout le monde. Et comme on disait, enfin, c'est pas la première fois que j'entends ça. Théo me le disait lundi. D'autres personnes avec qui je discute de NBA m'en parlent également. C'est quand même hallucinant la dégringolade de Memphis dans le cœur des fans NBA globalement aujourd'hui. Enfin, ils sont quand même leur image a totalement été bouleversée en quelques temps, quoi. Bah, oui, c'est vrai, mais après, je pense que c'est parce que l'équipe continue à gagner et l'équipe parle. Mais au final, Mmh. le truc, c'est pas tant l'équipe de Memphis en entier, c'est Ja Morant et Dylan Brooks en vrai. Oui, C'est juste. mais l'impact est énorme sur Oui, voilà, c'est l'image ça. Parce que qu'il les autres ne renvoie du parlent pas du club, en tout. fait. Ouais, Parce que les autres ne parlent pas du tout. Mais si tu prends un gars comme Jaren Jackson Jr., sa cote est au plus haut. Desmond Bain, sa cote est au plus haut. Tyus Jones, c'est sa vrai. cote est au plus haut. En fait, c'est vrai que si tu prends l'ensemble, tu as l'impression que la cote est vraiment beaucoup plus basse et que les gens sont moins chauds. Puisque, oui, c'est vrai que la saison dernière, ça a été une saison aussi exceptionnelle. Hein, 56 victoires, le deuxième Mais meilleur complètement. bilan de toute la Tu NBA. fais bien de le Là, cette rappeler. année, il y a 51 victoires, mine de rien. Même malgré Ils tout ce sont qu'il y a eu deuxième de la autour, conférence, hein. deuxième de la conférence, 51 victoires, malgré un effectif des plus jeunes de l'NBA, je crois qu'il est Mhm. quatrième plus jeune de l'NBA, donc avec très peu de continuité, d'arriver à obtenir ces résultats en saison régulière, mais encore une fois, C'est ça c'est qui est rageant. voilà, bah à partir du moment où tu commences à en attendre d'une équipe, bah, quand l'équipe ne performe pas, tu es déçu et surtout quand il y a des actes hors terrain qui sont pas fameux, ben oui, c'est sûr que ça te plonge dans une spirale négative, entre guillemets, de point de vue vision externe que les gens ont de toi. Donc, c'est plus l'équipe Cendrillon, même si c'est clair, c'est plus Ouais, l'équipe Cendrillon. complètement. C'est la dure réalité tout d'un coup. C'est ça. Allez, on va parler des Nuggets et des Lakers. Si proches et si loin, les Ouais, Lakers quittent probablement les montagnes du Colorado avec des regrets. clairement. 2 fois, ils ont été en mesure de s'emparer de l'avantage du terrain. 2 fois, leur effort n'a pas été suffisant. Denver a clairement prouvé sa valeur lors de ces 2 victoires. Nikola Jokic enchaînant les triples-doubles comme à son habitude. Jamal Murray jouant son rôle de scoreur à la perfection, notamment cette nuit dans un quatrième quart-temps où chacun de ses points inscrits se sont révélés Ah, décisifs ça fait pour mal. arracher la victoire. Tom, qu'est-ce que tu retiens de ces 2 premières rencontres? Bah, je trouve que les équipes sont plutôt proches. Que Denver, je trouve que Denver comme domine un peu, mais tu vois, il n'y a pas un si grand écart que ça. Et encore une fois, comme tu l'as dit, les Lakers peuvent avoir des regrets de ne pas avoir pu arracher un des deux matchs. Je trouve qu'au niveau coaching,
Darvin Ham fait des choses plutôt intéressantes. En tout cas, on l'a vu sur le premier match faire pas mal de tentatives et on se demandait même est-ce qu'ils n'avaient pas trouvé une solution, par exemple, pour Nikola Jokic, même si enfin, même pas trouver une solution pour Nikola Jokic, hein, mais une solution qui était pérenne pour garder Anthony Davis le plus proche du cercle, voilà, pour faire plus Oui, simple. sachant Et, que c'est une couverture défensive que Denver a déjà vue à de nombreuses oui, reprises par le passé, comme l'avait dit Mike Malone d'ailleurs, et ça avait été fait par Minnesota, ça avait été fait par les Sixers en saison régulière. oui, Il y a rien de nouveau là-dedans. En tout cas, il l'a sorti au bon moment dans ce match 1, puisque ça a un peu déstabilisé les Denver, Nuggets à ce moment-là. oui, En plus, Jokic qui était un peu carbonisé à la fin de la rencontre dans ce game 1. Moi, c'est vrai que j'ai vu les Lakers. Je comprends que les Nuggets ont démarré ce match extrêmement fort. Ils ont eu 21 points d'avance, je crois, à un moment. Mais mhm, les Lakers ont eu un match excellent d'Anthony Davis, mine de rien. oui, Un match excellent d'Austin Reeves et de Rui Hachimura. Ah, Rui oui. Hachimura, mais quel incroyable joueur dans ces Ben, ce playoffs. soir encore, Mais hier soir c'est encore, hein. n'importe quoi. Ouais. Il ne rate jamais rien, ce type. C'est fou, quoi. Bref, LeBron James, qui était en quasi triple-double, une adresse au tir surtout qui était pas commune pour les Lakers, qui était excellente. Et ils n'ont pas réussi à prendre ce match. Hier soir, ils défendent très très bien. Ils sont au contact la plupart du temps. Ils sont même devant une bonne partie de cette rencontre. Oui. Et ils concrétisent pas encore. Et ce que je trouve rassurant pour les Nuggets et inquiétant pour les Lakers, c'est que les Lakers ont déployé une énergie folle dans les deux rencontres avec l'espoir de pouvoir plier le match à un moment ou à un autre. Ils étaient vraiment tout près, tout près, tout près. Et ils ont jamais réussi à clôturer le deal. Mm. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que mine de rien, les Lakers, en termes de fraîcheur physique, faut pas oublier qu'ils ont lutté pendant des semaines et des semaines pour arracher le play-in. Ils ont joué le play-in, ils ont joué Memphis, ils ont joué les Warriors dans une série qui était quand même très engagée physiquement. Je me demande quelles conséquences physiques ça peut avoir, tout ça. Bah, surtout que, tu vois, les matchs se sont échappés de leurs mains, notamment à la fin, hein. On Tout à va fait. certainement reparler de cette fameuse séquence de barrage à 3 points là, qui Eh ben vas-y. anéantit, enfin, qui permet, Eh ben tu vois, aux vas-y. Nuggets, voilà, qui permet aux Nuggets de bien remonter dans la partie où ils sont un peu derrière. Et il y a une séquence où il y a 4, je crois, 3 points d'affilée. T'en as un de Jamal Murray, un de Bruce Brown, un autre de Murray et un autre de Porter Junior, je crois, dans le coin. Tout à Et fait, ouais. ça fait Ouais, ouais, tout à fait. Les Nuggets ont commencé le quatrième quart-temps, ils étaient menés de 3 points. Il y avait C'est ça. 79-76 pour les Lakers. Ce qui était assez hallucinant, c'est que Mike Malone, qui d'habitude fait reposer Jokic en début de quatrième quart-temps, il n'a pas du tout fait ça. Non. Il a fait entamer ce quatrième quart-temps pour finalement faire un sub, un changement à 9 minutes à peu près. Il l'a laissé 2 minutes sur le banc. Mais en fait, ce petit moment de 3 minutes a permis de lancer la machine Jamal Ouais. Murray. Et c'est là où il a pu laisser Jokic sur le banc pour son repos nécessaire, on va dire, histoire de terminer ce quatrième quart-temps. Contrairement au premier match, où Jokic, comme je disais tout à l'heure, était très fatigué Omniprésent, oui. en fin de quart-temps, là, il était un peu plus frais, il avait un peu plus de jambes pour terminer. Oui, et puis surtout que tout le schéma défensif en fait que les Lakers avaient prévu pour stopper Jokic, au final, parce que Jokic a eu moins la balle enfin, dans le quatrième quart-temps Tout à fait. par rapport au premier match, mais c'est aussi parce que Jamal Murray a fait sauter le verrou sur le périmètre. Jamal Murray a totalement fait sauter le verrou sur le périmètre, et deux petites stats qui me marquent sur Vas-y. ces deux premiers matchs de playoff. Jamal Murray, tout comme LeBron James, sont les deux seuls joueurs qui ont joué toutes les minutes du Ouais, quatrième quart-temps. c'est ouf. Et Jamal Murray a mis 53% des points de son équipe dans le quatrième quart-temps sur les deux premiers matchs. Complètement. C'est dingue. En fait, C'est c'est la dingue. clé pour Denver. Ouais. Parce que tu vois bien qu'aujourd'hui, les Lakers font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de freiner un maximum Jokic, prise à 2, Davis. Et là, Oui. ils ont mis Vanderbilt dans le 5 majeur pour débuter la rencontre. Tout est axé sur lui. Et clairement, pour moi, la clé pour Denver, je crois que je l'ai dit en preview de cette série,
c'est clairement Jamal Murray et Michael Porter Jr., leur scoring à tous les deux, qui Oui. est absolument décisif, et Jamal Murray avant tout, puisque Mm. c'est vraiment le deuxième meilleur joueur de cette équipe de Denver. C'est le joueur que tout le monde attend côté Denver pour prendre ses responsabilités au scoring, parce que quoi qu'on en dise, Jokic est à ce point incroyable qu'on a l'impression qu'il peut planter 30 points quand il veut, comme il veut. Oui. Mais c'est Jamal Murray le scoreur en vérité de cet effectif. Et là, il a fait le quatrième carton que tout le monde attendait après 3 cartons très 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 compliqués. médiocre. Ouais, Ouais. plutôt moyen, par rapport à ses standards, pourtant il avait comme bien Je crois qu'il débuté est, le match ouais, offensivement. je crois qu'il était à 5 sur 17 Mm. pendant 3 cartons. Il a terminé. Et à un moment, dans le quatrième carton, il était à 6 sur 7 ou 8 sur 9 au tir. Enfin, il Mm. ratait absolument Il rate rien, quoi. rien. Il rate rien. Et c'est surtout, tu vois, dans le quatrième carton, moi, ce que j'ai apprécié avec lui, Mhm. c'est, par exemple, la confiance et la fluidité avec laquelle il dégainait en partant de droite. Tout Tu à vois, fait. quand ils essayent, parce que on sait que c'est son côté préférentiel, par exemple, Jamal Murray, quand il part à droite, tu sais que en 2 dribbles, tu as Mhm. souvent le 2 dribbles pull-up ou side-step pull-up, alors que quand il part à gauche, il va peut-être un peu dribbler un petit peu plus longtemps, chercher à se rapprocher, essayer de faire un petit zigzag pour se rapprocher du cercle. Et là, en fait, c'est vraiment toute la confiance, malgré ce qui s'était passé auparavant dans le match et le fait qu'il n'a pas été adroit, il a eu confiance dans ses tirs. Et du coup, il a su les rentrer avec brio. Et puis même, enfin, il y a d'autres héros. Tu as parlé tout à l'heure pour des Lakers de côté de Hachimura. Mais Bruce Brown, Mais complètement. Il Bruce joue Brown qui, 37 minutes, Bruce Brown. ouais, ouais, Alors, incroyable. il y a eu des problèmes de faute pour KCP. D'ailleurs, Oui, ça m'avait fait peur en début de rencontre. Je me suis dit, putain, KCP, ça fait même pas 2 minutes que le match a commencé. Le mec, il a déjà 2 fautes. mm, Il est déjà sur le banc. C'est horrible. Et quand tu vois la rotation de Malone, Reggie Jackson a fait une apparition dans ses playoffs. Il a joué une 3 3 minutes. minutes. Christian Brown, force à lui, c'est un rookie, mais il est devenu quasiment injouable. Chose à regarder à l'avenir dans cette série, c'est à quel point Aaron Gordon potentiellement devient un problème. Offensivement, oui. Parce Offensivement, qu'il met c'est un plus rien problème de loin. Il met plus ouais, rien de loin. et ce qui est drôle, c'est que, ce qui m'a énervé beaucoup, c'est que ni Murray ni Jokic ne le servaient quand il était ouvert, et j'ai l'impression que sa confiance est très entamée à Gordon. Et sur ses shoots, sur ses prises de tir, je trouvais Ouais. qu'il était pas du tout rassuré. Enfin, il y va pas franchement, quoi. Et t'as besoin d'y aller franchement. Moi, Et j'ai vraiment la sensation, par exemple, que c'est un problème d'énergie parce qu'on lui tu demande crois? tellement T'as défensivement. raison. On lui Ouais, demande tellement défensivement c'est que tu vrai, vois, c'est vrai, je c'est pense vrai, que c'est c'est vrai. quelqu'un qui aimerait peut-être prendre peut-être une possession off. Et je T'as pense raison. que après, c'est Faut pas pas sûr, oublier hein, ça. mais c'est pas sûr, mais c'est vrai que tu vois, c'est quelqu'un qui aimerait prendre une possession off, mais tu vois, quand la balle lui arrive, il tire, mais il a pas forcément, comme tu dis, il a pas forcément envie de tirer, quoi. Il est peut-être fatigué, il aurait voulu peut-être se Oui, reposer mais tu fais bien de le et il dire le parce sent que, pas. ouais, parce que premier match, on a vu que les switches défensifs de Denver c'était très bizarre parce que Jamal Murray arrêtait pas de switcher sur LeBron James. LeBron James l'a tout Mm. de suite vu et il s'est dit, bah, Ouais. qu'est-ce que C'est je fais? régalé. Je l'enfonce et je vais au panier, bien Ouais. évidemment. Ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est que les switches n'étaient pas du tout évidents. C'est-à-dire Mm. qu'il y avait largement la place et le temps pour Gordon de reprendre Pour sa revenir, place, oui. pour revenir, ou que ce soit Gordon ou KCP, ou Brown, de revenir pour éviter que Murray se retrouve face à LeBron James. Dans ce match 2, il y a clairement eu une volonté de la part de Denver d'éviter ce switch absolument. C'est-à-dire qu'il y avait Mm. un show and recover du côté de Denver. C'est-à-dire que Murray Exact. empêchait la pénétration de James et repartait tout de suite sur son défenseur beaucoup plus vite que ce qu'il n'a fait dans le quatrième carton du match 1 où Austin Reeves avait eu plein de shoots à 3 points Mhm. en raison du retard de Jamal Murray sur son retour en défense. Donc là, ça a été mieux négocié par Denver. Mais effectivement, Gordon, il a déployé une énergie folle pour faire ça, quoi. Pour revenir en permanence devant LeBron James. Mm. Tu fais bien de le souligner. Ouais, donc voilà, c'est ça, et là en plus, au final, là, il y a moins de repos pour le match 3, puisque le match 3 je crois, Bah, il y c'est a 2 jours. dans Hein. un jour, il y a Il, 2 jours. il joue dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais, donc il rejoue tout à l'heure, donc plus le voyage du coup.
Donc, il faudra voir les Lakers qui ont, encore une fois, laissé passer leur chance. Eux qui ont toujours remporté, en tout Au cas cette moins un année, match, ouais. un match à l'extérieur. Bon, souvent le C'est le match premier à 1, chaque fois, ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ouais, ça, ouais. souvent le match 1 avant de gérer plus ou moins le match 2 pour après asséner un gros coup de poing au match 3 Mhm. sur leur terrain. Mais là, ils ont plus de matelas de sécurité. Et il faut qu'ils gagnent. Ils doivent pas perdre parce que ça va être beaucoup plus difficile pour eux de gagner 4 sur les 5 prochains, Non, mais avec 2 en allant là, à Denver. ça devient très compliqué. Et le truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, clairement, enfin, pas forcément, c'est LeBron James à la fin de ce match qui Qui rate des était, layups. qui était clairement. Ouais, non seulement il rate des layups, ce qui peut arriver, franchement, bon, il a quand même. Enfin, son impact sur le jeu reste incroyable. Oui, Mais quand je le vois prendre des tirs à 3 points comme il le fait, c'est aussi un signe, et à quel point il est court sur la plupart de ses tirs, c'est qu'il a oui, plus les jambes, en fait. oui, Et ça, c'est le fait de jouer en altitude. Tout le monde le dit. Jouer à Denver, oui, c'est vraiment très compliqué quand tu n'as pas l'habitude de jouer en altitude. Et tu sens bien que James, les 2 fois, il avait tendance à choisir le tir plutôt que la pénétration. Au match 1, quand il prend son tir à 3 points, là, dans les dernières minutes du match, pour essayer d'égaliser, il y avait peut-être autre chose à faire à ce moment-là. Alors, quid de la lucidité à ce moment du match? Quid de son énergie? Il se dit, bon, peut-être que je vais plutôt tenter le 3 points. Et franchement, si tu regardes ses chiffres en carrière, il n'a pas tort de prendre ce tir. Et LeBron James, oui, c'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire de la ligue. Donc, il oui. faut arrêter avec ce truc-là. Après, c'est l'âge et la Mais fatigue, hein. là il termine la rencontre à 0 sur 6 à 3 points. Il a Oui, beaucoup shooté à 3 points en cette fin de rencontre. Et Davis, c'est ce que je redoutais pour les Lakers, c'est qu'il a fait un excellent premier match au scoring, et là, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. mais encore aussi, tu vois, Davis, défensivement, il fait tellement de choses. C'est dur. Mhm. Après, tu me dis que on peut se dire que à ce niveau de compétition, euh, c'est dur de produire autant des deux côtés du terrain parce qu'il est demandé. Puisque, voilà, on le dit pas assez, mais Jokic, Denver, offensivement, c'est une machine. C'est vraiment Ah. une machine de guerre hyper bien huilée. Et avoir Anthony Davis qui arrive à avoir autant d'impact sur cette équipe-là, ben c'est sûr que de l'autre côté, ben, il a aussi moins d'énergie pour s'employer. Il peut être court. Et même pour LeBron James, tu as parlé du fait que les shoots étaient courts, tu vois, le dunk manqué. Je crois que Ouais. c'est en première mi-temps. Le dunk manqué en première mi-temps ou les shoots qui sont un peu courts, le layup manqué, c'est la fatigue. Encore une fois, LeBron James, dans le 4, il a joué Où il toutes perd les le ballon, là, minutes. sur Ouais, une contre-attaque. ouais. C'était au deuxième quart-temps, je crois. Il a joué, par exemple, il a joué, comme je te disais tout à l'heure, toutes les minutes des Mhm. quatrièmes quart-temps. Et c'est, par exemple, il a joué déjà 80 minutes sur la série. Non, mais grave. 80 minutes. 80 minutes sur la série. Voilà. Ça fait beaucoup pour LeBron James, qui, on le rappelle encore, à 38 ans, c'est 10 ans de moins que Nikola Jokic, c'est 12 ans de moins que Jamal Murray. Oui, mais tu t'as dit un truc qui, pour moi, est essentiel dans ce duel, dans les 2 premiers matchs, parce que franchement, les Lakers sont à chaque fois à un cheveu Ouais, ouais, de c'est faire pas la loin. diff, quoi. Ouais, c'est pas Et loin. quand tu vois l'énergie déployée par les Lakers pendant les 3 quarts temps, 3 quarts, les Ouais, mecs, ils sont en train dans une débauche d'énergie pour. Comme tu dis, les Nuggets, c'est une machine offensive tellement incroyable, tellement bien huilée, que si t'es pas sur chaque couverture défensive, sur chaque aide défensive, sur chaque rotation au rebond, et on voit bien qu'il y a des erreurs des fois d'ailleurs sur les switches, sur la communication défensive des Lakers, qui laissent ouais, parfois des paniers très faciles aux Nuggets. La défense en transition, en contre-attaque des Lakers, c'est un de leurs points faibles, et ça se remarque beaucoup dans cette série, je trouve. Mais mine de rien, ils sont toujours là. Mais à la fin mais, du match, tu vois que il n'y a plus la lucidité nécessaire parfois offensivement, parce que ils sont juste crevés, quoi. ouais. Bon, après, tu me diras, il y a un peu de chance avec les bank shots d'Austin Reeves. Parce que, Incroyable. au Mais final, c'est au final, le match, incroyable. le score est serré, mais je trouve que enfin, Denver a vraiment fait Enfin, tu vois, quand ils prennent l'avantage là, sur le barrage à 3 points, Mhm. tu sens que les Lakers vont pas revenir, en fait.
Ouais, complètement. Ouais. T'as vraiment un truc mental où tu te dis les gars vont Oui, pas alors revenir. après, Ils arrivent à revenir quand même à la fin, mais après, quand t'as la remise en jeu toute pourrie de Michael Porter Jr. qui perd le ballon, puis après la passe de merde à Nikola Jokic qui est intercepté. Et il y a un moment, je me suis dit, mais attends, Denver, ils font, qu'est-ce qu'ils font? ils font tout pour essayer de donner une dernière chance aux Lakers. C'est pas possible. Mm, Là, il y a pas de théorie du complot qui tienne, quoi. Là, les mecs, ils mm, prennent le bateau pour se faire taper, quoi. Mais au final, ça passe. Et ouais. ouais, en fait, je pense que je me suis posé la question après le premier match. Est-ce que c'était. Enfin, c'est facile de dire ça quand le match a été perdu. Bien évidemment, j'ai bien conscience de ça. Mais tu te dis, est-ce que les Lakers auraient pas été mieux lotis en perdant très franchement ce premier match et en reposant James et les cadres, on va dire, dans le quatrième quart-temps pour redémarrer ce match 2 avec une meilleure énergie, je sais pas. Ah, il faut pas jouer avec les dieux du basket, hein. T'as raison, t'as raison, t'as Il raison. faut pas jouer avec les dieux du Comme dit basket. JJ Redick, tous les matchs sont des must-win games Exactement. En en playoff, tu sais playoff. jamais Et ce qui peut se encore passer. plus en finale de conférence. Clairement, clairement, clairement. En tout cas, Ouais, ça fait plaisir de revoir ces deux équipes, tu vois, en finale de conférence après la bulle, même si les effectifs ont changé. Et surtout, euh, comment dire, on voit vraiment que, si, comment dire, il y a il y a un petit quelque chose en fait. Il y a un petit quelque chose entre ces deux équipes et c'est bah vraiment oui, deux styles totalement différents avec l'une des meilleures défenses contre l'une des meilleures attaques. mais complètement. Et je sais pas si tu as senti ça pendant ce match 2, mais l'engagement physique Ouais. des deux côtés, hein. Ah, Ça commence à devenir. Il commence à avoir une vraie animosité. Déjà, entre Bruce Brown et D'Angelo Russell, tu sens que ça peut partir en fight à n'importe quel moment parce que Bruce Brown a dit on a ciblé D'Angelo Russell parce que c'est un mauvais défenseur. Eh, clairement. D'Angelo, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu Ouais. vrai. Je suis désolé. Mais tu sens que, voilà, il commence à y avoir quelque chose, quoi. Et tu sens Mm. que Jamal Murray, par exemple, dans ce quatrième quart-temps, même Jokic, hein, Personnel. Personnel. il y a un truc Ouais. qui est là. Il y a un truc de vous nous avez battus en 2020, il y a une histoire, il y a un machin qui est là, quoi. Clairement, Mm. Denver, ils ont la dalle à mort contre les Lakers, quoi. Mm. Et je sais pas si les Lakers vont avoir l'énergie nécessaire. Maintenant, je dis ça, on en a vu des séries qui commencent avec un 2-0 où tu as tendance à dire ah bah c'est bon, l'affaire est bouclée. Eh, les Lakers Mm. étaient 2 fois à 2 doigts de renverser la tendance. On en a vu des séries qui, voilà, 2-0 et puis hop, ça se termine en 4-2 pour l'équipe qui était menée. Mm. Bah ouais, on a vu ça par exemple en finale NBA, les Bucks face aux Suns. Suns Les face Bucks aux Bucks, face les aux Bucks ils Suns, on a gagnent vu ça en 4 de 2019 suite. entre les Bucks Ouais, et les Raptors, exact. on a vu ça plein de fois. Ouais. Donc Et attention. surtout que, par exemple, là, ça peut peut-être être historique, puisque enfin, les Lakers n'ont jamais perdu avec LeBron James et Anthony Davis en santé, je crois, une série de Mhm. playoffs, puisqu'ils ont perdu que contre les Suns, sauf que Anthony Davis était Ouais, blessé alors qu'il ouais, menait dans le match 4. tout à fait. Et puis, non, voilà, on est face vraiment à peut-être un tournant historique et plus l'avènement vraiment de Nikola Jokic en tant que potentiellement meilleur joueur du monde. Clairement, n'ayons pas peur des mots. On en a parlé toi et moi en off. Je voulais en parler quand même parce que c'est quand même un truc qui m'a sidéré moi dans la conversation après le game 1. C'est le nombre de personnalités médiatiques américaines qui ont avoué avec un visage sans aucun remords dire ah mais c'est la première fois quelque part qu'on regarde Jokic et les Nuggets jouer. Ah mais ils sont bons en fait. Ah mais Jokic, mais quel joueur incroyable. Franchement, ça m'a un peu beaucoup, voire extrêmement exaspéré. Surtout certains commentateurs qui, dans le débat du MVP, je m'en fiche hein, du débat du MVP. Franchement, je suis largement passé au-dessus. J'en ai plus rien à faire. Mais de voir pendant des jours et des semaines des gens critiquer Jokic et qui tout d'un coup te disent ah mais en fait j'ai vu 2 matchs dans ma vie de ce gars-là. Ouais, ça me contrarie un peu beaucoup. Ouais. Ouais, bah, tu m'étonnes. Après, c'est vrai que, voilà, encore une fois, hein, Nikola Jokic,
c'est pas forcément le gars le plus sexy. Enfin, quoi que moi, je trouve son jeu très Mais son sexy. jeu est absolument incroyable. Ouais, c'est De ça. quoi on parle? Ouais, Ce c'est ça. mec est un magicien sur le terrain. Mm. Enfin, je veux dire, qu'on ne soit là à dire, ah, oui, il n'a pas un jeu spectaculaire, oui, il n'est pas là à mettre des claquettes dunk dans tous les sens, mais son jeu est absolument divin. Si tu aimes le basket en tant que sport, ce mec-là, la lecture qu'il a du jeu, Ouais, c'est comme LeBron James. Je prends autant ouais, mon pied à ouais, regarder LeBron James jouer que Nikola Jokic. Et on va en parler tout à l'heure de Jimmy Butler. Mais ces gens-là, quand ils sont sur un terrain de basket, dissèquent le jeu, ouais. comprennent à l'avance, avant tout le monde, ce qui est en train de se passer. Et c'est génial, quoi. Mm. Là, Jokic, c'est le joueur d'échecs préféré de ton joueur d'échecs préféré. C'est ça, exactement. C'est En incroyable fait, il qu'il y a une arrive lecture à du faire. jeu qui est tellement avancée Mm. que voilà. Et alors, que le fan lambda ne voit pas forcément la différence. Bah c'est ce qu'on essaie de transmettre nous en tant que passionnés. On essaie de dire bah tiens regardez ce gars-là parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Ouais, ouais. Et Moi, c'est c'est vrai ça qui me fait que. rire, Ouais. c'est de voir un nombre de commentateurs qui sont là à dire ah mais en fait il est génial le Jokic. Ah ouais il est Mm. génial ouais complètement. Ben, le truc, c'est que tu vois, Jokic, sur la saison régulière, il joue pas énormément de minutes, enfin, comparé à ce qu'il joue en playoff. Donc, Mhm. les chiffres choquent. L'efficacité reste la même si là, Complètement. il était un petit peu moins en réussite hier, avec par exemple, Bah les ouais. petits bonus qui ratent et tout Et ça. t'as Anthony Mais comme, Davis sur le dos, voilà, mec. T'as c'est ça, Anthony Davis qui est la force défensive la plus hallucinante de toute la ligue c'est sur le ça. paletot. Bref. Et du coup, tu vois, comme son temps de jeu augmente, bah, du coup, ses stats augmentent. Donc là, là, il commence à faire des trucs où les gens sont choqués. Mais il a toujours fait ça. Il a Ouais. toujours fait ça. Premier joueur de Avec une l'histoire à efficacité enchaîner exceptionnelle. au moins 4 matchs avec 20 points et un triple-double de l'histoire de la ligue. En fait, il est en train de péter. Il est en train de péter tous les. Et d'ailleurs, j'ai vu un autre débat, Tom, je voulais t'en parler. Mhm. J'ai vu un débat l'autre fois là, donc, dans une émission américaine où il disait est-ce que Nikola Jokic est pas en train de prouver justement la pertinence des analytics à tous ceux qui critiquaient les analytics et tous les analytics qui disaient ah mais attention Jokic c'est le meilleur joueur de la ligue les gars Mm. tous les chiffres le montrent et aux gens de dire ouais mais attendez on peut pas se référer que aux analyses avancées que aux stats avancées et je suis d'accord avec ça d'ailleurs on peut pas se Oui. référer que aux stats Non. avancées Oui. mais les stats avancées sont un outil incroyable pour comprendre ce qui se passe sur un terrain et l'impact d'un joueur sur un terrain. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Toi qui es friand de ce genre de choses. Bah, je trouve que, enfin, le truc, c'est que Nikola Jokic, c'est à quel point il est. C'est pas. En fait, les stats avancées de Nikola Jokic, elles sont pas juste bonnes. En fait, elles sont exceptionnelles. C'est ça le truc. C'est que les Exactement. stats Ouais. avancées de Nikola Jokic, elles sautent vraiment aux yeux. Tu as l'impression que c'est une anomalie statistique. Complètement. C'est Quand ouais, tu ouais. vois, par exemple, Une anomalie historique Voilà, presque. voilà c'est une anomalie Ah ouais. historique. Quand tu vois, par exemple, tu reprends enfin, juste le true shooting plus, il est à 120. C'est limite ce qu'a fait Stephen Curry, par exemple, pour sa saison Tout à fait. 2016. Donc, voilà. C'est vrai que ça peut donner. Je trouve que oui, ça donne un peu de crédit au côté analytics. Mais en fait, le monde analytics, il est tellement vaste parce que tu vois, il y a des statistiques. Par exemple, Jokic, là où les analytics sont très jolis, entre guillemets, vont en sa faveur et qui ne correspond pas forcément à l'eye test qu'on a du joueur, c'est Mhm. vraiment sur le côté défensif où les stats analytics, certaines stats analytics, je crois, Ouais. le defensive LeBron, des choses comme ça. Bon, on va pas citer et donc pour pouvoir rester audible. Euh, Font de Jokic un défensif moyen plus, voire potentiellement bon. Alors que l'eye test, tu dis, mais non, ce gars-là, quand tu vois l'eye test, tu dis, non, c'est pas possible que ce gars-là soit un bon défenseur. Mais le truc avec Nikola Jokic, c'est que là où il est bon, là où il est mauvais, on va dire, en défense, ce sont sur les choses qui se voient le plus. C'est-à-dire contenir quelqu'un sur le périmètre et faire, par exemple, faire des contres au second rideau. D'ailleurs, Mhm. Denver, cette saison, et je crois ils sont 29e au pourcentage, au pourcentage de réussite au cercle. Donc voilà, tu vois, c'est des choses. Par contre,
tout ce qui est éviter que le tir arrive, notamment sur les swipes, quand il y a le joueur mettre la main au bon endroit, par exemple, pour éviter mettre la main au bon endroit pour que le dribble and-off de l'autre équipe ne se fasse pas, que le ballon soit bloqué. Récupérer mettre la main sur le drive pour forcer comment ça s'appelle, l'attaquant à changer ou à sauter. Ça, c'est un truc qui fait très bien, mais c'est des trucs que tu vas pas voir dans les boxeurs, ou même l'intelligence défensive de placement. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire, la défense, c'est pas que des contres et des aides défensives et tout ça, c'est du placement. C'est savoir. Et quand tu vois sa défense sur Anthony Davis, je suis désolé, mais elle est très bonne. Alors, mon Dieu, un joueur a des défauts. Mais tous les joueurs ont des défauts. Jokic, oui, il est pas bon en défense du cercle, il est pas bon pour bouger ses pieds sur le périmètre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le coaching staff des Nuggets? Ils ont créé un effectif autour de lui, et un excellent effectif autour de lui, pour essayer de pallier à ses défauts. C'est l'efficience, oui. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait, d'ailleurs, avec Caldwell Pope, Bruce Brown, Aaron Gordon, tout ça. Cet effectif a été construit justement pour pallier ça. Quand tu regardes les statistiques avancées et le ratio entre son efficacité défensive et offensive, Jokic met une tête à tout le monde dans la ligue. Oui. Et c'est pas un minus défensif comme certains joueurs peuvent l'être, comme certains joueurs qui sont extrêmement qui ont une profusion offensive énorme, mais qui sont défensivement des liabilities, qui sont des cibles, ils posent des vrais problèmes. Jokic, c'est pas un problème insoluble. Et finalement, il n'est pas attaqué tant que ça. Sinon, tu peux être sûr qu'on l'aurait déjà vu. Si c'était un tel problème, que ce soit Phoenix ou les Lakers maintenant, ils auraient déjà mis ça en évidence, et Mike Malone se serait retrouvé dans l'obligation de diminuer les minutes jouées par Jokic. Ce qui serait une condamnation à mort pour les Nuggets. Immédiate. Si Jokic ne peut pas jouer ses minutes, c'est mort pour Denver. Donc, bref. Mais ouais, c'est fascinant. C'est ça. Alors, de toute façon, on va voir. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Nikola Jokic dans l'histoire, en tout cas. Non, je pense pas. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer sur le parquet des Lakers. Je pense que Denver a beaucoup de choses à nettoyer dans sa discipline et dans sa capacité à maintenir une concentration pendant 48 minutes. Et face à ces Lakers, il va vraiment falloir que Denver ne lâche pas la main qu'ils ont sur le col des Lakers, là. Il faut attaquer les 2 prochains matchs avec une vraie urgence, je pense. Parce que les Lakers, dès qu'il y aura une ouverture, tu vois bien, tu peux pas laisser ces gars-là avoir de l'espoir. C'est pas possible. Ouais, et surtout, il faut voir comment les role-players des Lakers vont répondre. Parce que là, encore une fois, là, ils sont quasiment dos au mur. Ils sont quasiment dos au mur. Ils peuvent pas se permettre de perdre un match à la maison. Donc, les Austin Reeves, des Hachimura. En tout cas, je vois pas comment Reeves ou Hachimura peuvent jouer mieux que ce qu'ils font actuellement. Potentiellement, je pense que la solution côté Lakers, c'est peut-être de voir D'Angelo Russell te sortir un match un peu plus... Comme il a déjà fait, Comme il a déjà fait, un peu comme il avait fait contre Memphis. Oui, voilà. Je veux dire, dans cette série, pour l'instant, il est pas... C'est peut-être lui et Schroeder, et peut-être Walker. Enfin, Walker the Force, il a fait un très bon match face aux Warriors, mais c'est un peu beaucoup lui demander que d'être bon. Enfin bref, on verra. On est en finale de conférence. Mais il va falloir qu'un de ces 3 gars-là, en tout cas, s'invite à la fête. Et que Hachimura et Reeves continuent sur le rythme absolument... dantesque. Ouais, mais Hachimura, c'est complètement fou. Ouais, incroyable. Il est à 59% de réussite au tir, 55 à 3 points. Il ne rate absolument rien. C'est le meilleur joueur de banc, je pense, de la série avec Bruce Brown. Mais de l'histoire du monde entier. Depuis que le monde est monde, Rui Hachimura est le meilleur sub qu'on ait jamais vu. Incroyable. Incroyable. Allez, Celtics Heat, on termine le podcast là-dessus.
Encore une fois, Boston se prend les pieds dans le tapis à domicile. Ouais. Encore une fois, Jimmy Butler démontre l'étendue de son talent dans un match de playoff. L'avantage du terrain n'est pas la force des Celtics depuis 2 saisons, où ils en sont à 10 victoires pour autant de défaites au TD Garden. Perte de balle, panne d'intensité à certains moments clés, mauvaise décision. Miami n'en demandait pas tant pour s'emparer de ce premier match et s'octroyer l'avantage du terrain dès l'entame de la série. Jimmy Butler a été une nouvelle fois flamboyant, exploitant les mismatchs, disséquant la défense pour obtenir ou créer le meilleur tir possible, provoquant des fautes à des moments clés de la rencontre. La victoire est indispensable pour Boston dans le Game 2 qui se jouera cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi. Tom, quel est ton avis sur cette équipe des Celtics qui est clairement sur courant alternatif depuis le début des playoffs et qui ne bouge pas de ça? Chaque série, Atlanta, Philadelphie et maintenant Miami, c'est toujours la même chose pour Boston. Ben, c'est vrai, tu as la sensation en fait qu'ils donnent des matchs. C'est-à-dire que limite, Boston, sur la première série, sur leur première série, tu as l'impression ils donnent un match. Sur la série face à Philly, ils en donnent deux, on pourrait dire. Ils donnent deux matchs. Ouais, Quoique. je suis pas contre Non. ça. Ouais, disons qu'ils donnent deux matchs. Et là, alors, il faut donner du crédit au hit aussi. Il faut donner du crédit au hit Mais et bien sûr, mais à Jimmy Butler et au role player. Mais là, en fait, comment on peut expliquer jouer d'une certaine façon en une mi-temps et tout oublier à la sortie du vestiaire? c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est l'histoire de 2 mi-temps. La première mi-temps, Boston, tu te dis, oh, ils sont sur l'énergie du Game 7 gagné face à Philadelphie. Ils déroulent, c'est imprenable, c'est imbattable, c'est incroyable. Magnifique, les Celtics, ça y est, ils sont lancés, enfin, t'as envie de dire. Voilà. Et non, retour du vestiaire, bam. C'est vraiment le cas de le dire, bam. Et ouais, et Jimmy Butler, tu lui donnes pas cette opportunité-là. C'est pas possible. Mais Jimmy Butler, Bam Adebayo, même Bam Adebayo, Mais moi, oui, quelque non, chose mais qui m'a. toute cette équipe est incroyable, laisse-moi te le dire. Bah, tu vois, comme Théophile le disait très bien Mhm. la semaine dernière quand il est venu sur le Ouais. podcast, déjà, il avait dit qu'il serait pas étonné que Miami prenne le Game 1. Bah, voilà, C'est vrai. l'histoire lui a donné raison. Exact. Et autre chose, tu vois, il parlait de sa frustration avec le niveau offensif de Bam Adebayo, ou du moins l'inconsistance Mhm. offensive de Bam Adebayo, où tu as, par exemple, sur un même match, c'est quelqu'un que tu vas voir surdominer et ensuite qui va disparaître totalement. Et en fait, sur ce troisième quart-temps, il y a le côté Jimmy Butler, les styles, enfin les shoots de match trousse et ça, mais il y a aussi la domination de Bam Adebayo, puisque il a eu Complètement. peur d'aucun intérieur, c'est-à-dire que sur les switches, il a confronté alors Ford, il a confronté Robert Williams, il a confronté tout le monde, ce qui fait qu'à un moment ils ont enlevé alors Ford et après ils ont enlevé Robert Williams du terrain et Bam est devenu le meilleur intérieur de très loin sur la série. Et Boston a été obligé à un moment de défendre Bam Adebayo avec Jason Tatum et il a été agressif. Tu vois, c'est ces trucs-là en fait que tu as envie de voir de Bam tout le temps, qui le fait vraiment par séquence. Et en fait, avec un Bam comme ça, ben, ça facilite beaucoup plus le travail de tous les autres, quoi. Le duo Bam Adebayo, Jimmy Butler Mm. est absolument incroyable. Je sais pas comment toi tu perçois ça, mais quand je vois Miami jouer depuis le début de ses playoffs, n'importe quel score il peut y avoir sur le tableau de marque, Ouais. je n'ai jamais l'impression que Miami est hors du match. Mm. Et j'ai l'impression que Miami ne s'estime jamais hors du match. Tu as toujours l'impression qu'ils y croient, que c'est qu'une question de temps qu'ils tapent un run, qu'ils tapent une bonne séquence défensive à la suite, enfin plusieurs bonnes séquences défensives à la suite et qui recollent au score ou qui passent devant. Et tu as l'impression que c'est ce qui se passe à chaque fois. Et le hit, quelque part, j'ai envie de te dire, dès qu'ils marquent, dès qu'ils sont à droit à 3 points, là, le premier match, ils sont à 16 sur 31 à 3 points, je crois. Ouais. Dès qu'ils sont Ouais, à ben droit à c'est 3 ça, hein. points, c'est mort. À chaque Bah fois oui. qu'ils ont été au-dessus des 40%, quasiment à chaque fois, Miami s'impose.
Ouais, parce ils en prennent beaucoup. C'est aussi leur façon à eux entre guillemets, d'amener de la nuance sur le jeu de possession, puisque Miami, c'est une équipe qui a un très gros playmaking défensif, hein. Alors, quand je parle de playmaking défensif, je parle essentiellement par exemple, de forcer les pertes de balles adverses. Donc, Mhm. tout ce qui est interception live, c'est-à-dire pas l'interception où tu interceptes le ballon, mais après le ballon, il va dans les tribunes et tu as une Ouais, ouais, je revision de vois, jeu, ouais. mais vraiment l'interception live ball où tu Qui, peux qui aller mène, finir qui de l'autre mène à côté une du terrain. contre-attaque. Voilà, Ouais, ouais. c'est ça. Interception qui mène de l'autre côté du terrain avec Jimmy Butler qui est très très fort pour ça. Tu as aussi Oladipo qui était très fort pour ça, mais Oladipo qui est blessé. Et puis après, sur tout le contrôle en fait de la raquette et le jeu de transition facile, notamment avec les passes, les passes de quarterback de Kevin Love ou des choses comme ça, quoi. Non, mais tu Cette vois, ça, c'est des. renaissance de Kevin Love, Voilà, c'est même de incroyable. Kyle Lowry, j'ai envie de te dire. C'est incroyable. Donc, Franchement, cette équipe. ils ont vraiment bien dominé, ils ont bien dominé, en tout cas le troisième quart-temps. Et ça ressemble un peu à l'an dernier où, encore une Oui, fois, Joe Mazzulla l'a dit en conférence de presse, on a tout à gagné fait. trois quart-temps. L'an dernier, c'était pareil. Exactement. Boston gagnait trois quarts-temps, sauf qu'il perdait il perdait un quart-temps de beaucoup. Et au final, il perdait le match là-dessus. Je crois qu'ils ont perdu le premier match aussi l'an dernier Il contre me Miami. semble que oui. Il me Je semble que crois que oui, oui. j'ai pas vérifié. Ils avaient perdu un des deux premiers, je crois, Un à des la deux, maison. ouais. Je crois Ouais. que c'est le premier qu'ils avaient perdu. Il me semble. Attends, je vais essayer de retrouver ça pendant qu'on discute, Ouais. mais il me semble Mais que oui. Au ouais. final, euh, je veux dire, Butler, Jimmy Butler, depuis le début de ses playoffs, Ouais. c'est absolument magistral ce qu'il nous propose. Et encore une fois, dans ce match face à Boston, ce que je trouve absolument fou, et c'est ce que tu vois pour moi seulement chez les grands joueurs, c'est son côté gestionnaire. Peu Oui. importe qu'il marque ou qu'il marque pas, il est sur le terrain, il a la balle en main et il arrive à lire et comprendre exactement ce qu'est en train de faire Boston et il arrive à exploiter la plupart du temps convenablement les opportunités qu'on lui donne. Ouais. Et Et ils sont, ça, oui, ils sont très, ouais. je trouve ça absolument sidérant chez lui. Mm. Bah C'est... après, c'est ça avec Jimmy Butler. Guillaume, on avait parlé dans l'un de ses podcasts. Mhm. Guillaume, que tu as reçu d'ailleurs Tout à fait. il y a quelques semaines. De Basket Lab, c'est ça? Du Basket Lab que tu as reçu il y a quelques semaines. Qui Podcast parlait. absolument à écouter, absolument génial et je crois que tu étais invité dans le dernier numéro. Oui, c'est ça pour parler Ouais. des Grizzlies. Mais par exemple. Extraordinaire podcast. Ah, bah merci. Merci, Josh. Et bah du coup, euh, Jimmy Butler, c'est l'héliocentrisme, mais par petite dose, c'est-à-dire Mm. par moment. Là où tu as par exemple t'as quelqu'un comme Nikola Jokic qui est omniprésent et omnipotent tout le Ouais. temps, bah, Jimmy Butler, c'est vraiment par période. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut laisser la création, mais quand il y a besoin de faire des choses, quand il y a besoin de prendre le match à Mm. son compte, le hit change et devient centré autour de Jimmy Butler. Et Complètement. voilà. Et tu sais quoi Et d'ailleurs, le ouais, truc excuse-moi, pardon, je suis désolé de te couper. ah, t'inquiète. Juste pour ajouter un truc, après je te laisse parler. Bam Adebayo souvent devient le deuxième créateur quand Jimmy Oui, Butler est sur le banc. C'est ça qui est dingue en fait. oui. Pardon. Ah non, mais ça arrive. Et tu vois, par exemple, c'est quelque chose qu'ils ont pas mal fait, notamment dans la première série pour finir d'annihiler Ouais. les Bucks. C'est le fameux ILO avec Butler et Bam Adebayo. Où t'en as un des deux qui a un mismatch, ils écartent le terrain et t'as un high-low qui est joué avec une position préférentielle. Et puis, t'as Butler qui peut aller te chercher des fautes. Ça, il est magique sur ça pour aller chercher, gratter des fautes. Incroyable. Voilà, Derrick White, on regarde à chaque fois l'arbitre, il comprend pas, il a fait faute. Et encore une fois, sur la notion de mismatch hunting, là, tu peux dire que ils arrivent à bien profiter en fait des failles en fait que pas Memphis, des failles que Boston arrive à leur donner. Ouais, Tu as parlé tout à fait. de la chasse au mismatch. Peyton Pritchard, qui d'ailleurs, Mais je comprends pas c'est pourquoi. fou. Qu'est-ce qui se passe avec Grant Williams? Je sais Qu'est-ce qui se pas, passe il a dû manger le dessert de Joe Mazzulla à un moment de la saison et l'autre il a pas supporté, je sais pas. Je comprends pas. Incroyable. Ben, tu vois, par exemple, alors peut-être on peut se dire que Peyton Pritchard s'est dit, pas Peyton Pritchard, que Joe Mazzulla s'est dit que on va dire que la profondeur du hit, elle est sur le périmètre. Donc du coup, ils vont mettre plus de joueurs axés périmètre que de Ouais, joueurs intérieurs. Sauf que ben, face à le truc avec
comment dire, le truc avec Boston, c'est qu'ils ont beaucoup d'options, mais au final, ils ont pas énormément de... Par rapport au nombre d'options qu'ils ont, ils ont pas beaucoup de solutions. Alors que Ouais, le Heat a peut-être pas beaucoup d'options, mais ils ont pas mal de solutions par rapport au nombre d'options qu'ils ont. Et à chaque fois que tu leur offres quelque chose de... Enfin, pour moi, Peyton Pritchard sur le terrain à ce moment-là, c'est sûr qu'il allait se faire cibler. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. oui, et d'ailleurs, enfin, le coaching, on savait très bien que l'avantage était au hit. Il y a deux choses que je voudrais dire sur Joe Mazzulla, parce qu'on en avait parlé dans le preview, forcément, Mhm. Joe Mazzulla, plus cette équipe avance, plus il va être sous un microscope, et on va analyser la moindre de ses décisions. Là, notamment, sa décision de ne pas prendre de temps mort dans le troisième quart-temps, alors que le Miami est en train de taper un run. Mhm. Marcus Smart essaie de voler à son secours en conférence de presse en disant oui, non, mais attendez, c'est pas forcément au coach de toujours venir euh, Les joueurs peuvent prendre le time-out, hein. à la rescousse. C'est à nous c'est à nous de réagir et de faire ce qu'il faut sur le terrain. On sait ce qu'on a à faire et c'est juste qu'on ne le fait pas. Ok, cool. Début du quatrième quart-temps, les Celtics redressent un peu le nez. Quelques minutes se passent. Qu'est-ce que fait Spoelstra? Temps mort Thomas, immédiatement. oui, oui. Immédiatement. Et en fait, il y a ça. Après, très sincèrement, je ne suis pas un expert en coaching. Mhm. Voilà, je pourrais pas, je vais rien affirmer maintenant tout de suite dans ce podcast. Je suis pas expert à ce point-là sur le coaching. J'ai jamais été joueur professionnel, j'ai jamais été coach professionnel, donc je vais bien me garder de, de, de critiquer absolument Mazzula. Mais Oui. quand tu compares les deux, tu te dis que d'un côté, il y a quand même, pour moi, il y a une façon de faire, quoi. Tu peux ne pas prendre de temps mort tout de suite, mais il y a un moment quand tu vois que le match est en train de t'échapper, peut-être que tu peux le faire quand même, tu vois. Je Mhm. sais pas, mais je trouve que Mazzula, voilà. Et pour dernière chose, quand je regarde les médias de Boston parler de Mazzula, quand j'écoute les podcasts de Boston parler de Mazzula, Mhm. ce qui revient beaucoup, c'est que Mazzula a un profil beaucoup plus offensif qu'Ime Udoka, Oui. qui lui était beaucoup plus défensif. Mhm. Il est retourné à ce 5 défensif avec Robert Williams dans le 5 majeur aux côtés d'Orford. Et ça a été salué par la plupart des médias de Boston en disant ah bah ça y est, on revient un peu aux fondamentaux entre guillemets, au corps, enfin à ce qui est notre identité, l'identité Oui. défensive de cette équipe. Et voilà, tout ça pour nous sortir Pritchard et Mhm. laisser Grant Ouais. Williams encore une fois sur le banc. Ouais. Manifestement, Ouais. ça changera pas. Et Mazzula, quand tu l'entends parler des ajustements que doit faire Boston, c'est tout le temps des ajustements offensifs. Oui. Oui. Offensivement, on n'a Oui. pas fait ça. Offensivement, on n'a Oui. pas fait ça. Oui. On a Oui. manqué d'adresse. On n'a pas su trouver les tirs. Nanana. C'est rarement défensif ce qu'il raconte. Mhm. Et les médias de Boston, ils commencent vraiment à perdre patience avec lui, quoi. Sur ce Mhm. point-là, précis. Après, tu vois, la différence aussi vient aussi de la différence de paradigme et on va dire, de background. Parce que tu vois, Complètement. Udoka, les Spurs, bon, les Spurs ont été connus pour leur défense avec Tim Duncan, et tout ça, même s'il y a les fleurs des Spurs Beautiful Game. Mais la grande force des Spurs, ça a toujours été le niveau défensif qu'ils pouvaient avoir. Puis Donc je c'est crois vrai que c'est que quelque chose dans qui est sa carrière important. d'assistant, Udoka, il a été coordinateur défensif des Ah, équipes. peut-être, oui. Je crois. Peut-être. Je crois. Je suis pas sûr. Faudrait que je revérifie, tiens. Mais vas-y, pardon, continue. Et puis, tu vois, par rapport à Mazzula, c'est vrai que sur la saison, un gars comme Derrick White lui a peut-être pas donné le choix parce que Derrick White a été tellement bon cette saison Grave. que c'est dur et l'équipe a vraiment bien marché avec Derrick White qui passait titulaire avec Brogdon en première rotation. L'équipe a tellement bien fonctionné comme ça avec une une grosse menace sur le périmètre et à Horford aussi en intérieur. D'ailleurs, alors Froid qui est un peu moins fringant sur ses playoffs et ça se ressent du coup par rapport aux solutions. Et peut-être Tout que à c'est fait. l'une des raisons pour lesquelles Madula veut plutôt partir vers l'offensive, puisque peut-être que il veut pas non plus, on va dire, euh, peut-être que lui, vu qu'il a pas énormément, il veut pas avoir énormément de minutes avec deux intérieurs, donc du coup, il essaie de pas trop faire jouer ce line-up là par Mhm. rapport aux notions de spacing, puisque même si Al Horford en saison régulière a été l'un des meilleurs tireurs à 3 points, ben sur les playoffs il est un peu en deçà. Donc peut-être pas ça, par rapport à cette notion de spacing, il était un petit peu réticent et du coup il préfère injecter un joueur du périmètre
qui a plus de facilité à déclencher un tir, que ce soit à 45 en sortie de dribble ou même dans les coins, que plutôt à Horford qui est plutôt un shooter stationnaire maintenant. Ouais, complètement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Donc voilà, comme tu disais, la notion d'offensive. Après, c'est vrai que Joe Mazzulla, c'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup confiance en son effectif. Il a vu l'effectif, il a vu cet effectif-là trouver des solutions. Parfois, même si c'est une équipe qui garde parfois ses travers de perte de balle ou d'oublier, ou qui peut subir des runs parce Ouais. qu'il tire beaucoup et il met peu. Mais au final, peut-être que lui, il fait confiance à son équipe et se dit que l'équipe va trouver. Sauf que parfois, c'est pas le cas. C'est ce que j'allais te dire pour terminer ce podcast. C'est le dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi Mhm. rapidement. C'est en fait ce duo Jaylen Brown, Jason Tatum. Oui. Il a été critiqué un temps avant que Boston inverse totalement la vapeur la saison dernière. Mhm. Tout d'un coup, c'était ah mais on est fou d'avoir d'avoir voulu séparer ces deux gars-là. Je suis tout à fait d'accord. Ces deux joueurs, bien qu'ils soient un peu redondants, c'est deux ailiers absolument au talent. Ça fait aucun doute que ces deux mecs-là sont potentiellement des futurs, enfin ce sont déjà des joueurs Hein? incontournables de la ligue. Pour moi, il y a encore un palier que Tatum doit franchir, mais justement, on en vient là. Dans la gestion du ballon, Mhm. que ce soit Jaylen Brown et Jason Tatum, aujourd'hui, que ce soit l'an dernier, en finale notamment, et là, actuellement dans ces playoffs, cette tendance qu'ils peuvent avoir tous les deux à ne pas à perdre beaucoup de ballons, sur les dribbles notamment, en pénétration, des choses comme ça, ou sur des passes où ça manque clairement de lucidité. Je ne suis pas en train d'essayer de les critiquer ou de leur jeter la pierre de quoi que ce soit. C'est des erreurs, je veux dire. Bon, elles peuvent tout à fait se comprendre et s'expliquer. Mais je me demande à quel point tu n'as pas un peu peur si tu es fan de Boston en te disant est-ce que c'est encore une saison où on va devoir subir ça? Est-ce que c'est encore une saison où ces deux gars-là n'ont pas encore compris comment être vraiment efficace ballon en main? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je trouve quand même qu'ils ont progressé par rapport à l'an dernier. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu prends le départ, tu vois, quand tu prends les rôles que ces deux joueurs-là ont eu depuis leur draft Mhm. à aujourd'hui, Mhm. leur évolution est quand même phénoménale, hein. C'est Incroyable. des joueurs, quand tu prends par exemple, Et si ce tu sont des prends le. gamins, hein. Les mecs, Ouais, c'est ça, ils ont 25 ans, 27 ans. Enfin, ils sont même pas dans clairement. leur prime quasiment, quoi. C'est Ils ça, sont à quand peine tu vois à l'entrée du truc, l'expérience. quoi. Quand tu vois l'expérience que ces gars-là Ouais, ont, bien le sûr. nombre de finales de conférences qu'ils ont déjà joué à cet Oh, âge-là avec aussi peu d'expérience, enfin, c'est une évolution qui est forte. Après, ce sont deux joueurs ce sont pas des initiateurs et des playmakers ouais. de base. Ce sont pas voilà, ce sont pas des meneurs de jeu dans l'âme. Ce sont des joueurs qui font des lectures. Plus Jason Tatum que Jalen Brown, mais ce sont des joueurs qui font des lectures, mais ce sont pas des playmakers naturels. Ils sont Et ce plus sont dans des la joueurs. réaction que dans l'anticipation sur le terrain. Exactement. Exactement. Même si tu vois, Tatum, il a fait quand même pas mal de progrès à l'initiation. Là où, par exemple, Jalen Brown, c'est un joueur qui est vraiment dans la percussion, percussion, percussion. Et du coup, son handle peut lui poser problème, Hmm. notamment quand tu as des joueurs qui sont, enfin, des équipes comme le Heat, hein. Et je pense que c'est pas pour rien, en fait, que là, ce qu'on voit, les problématiques, notamment de gestion du ballon, que ça saute aux yeux contre des équipes, par exemple, l'an dernier contre les Warriors, et que là, ça saute aux yeux face aux Heat, parce que ce sont des équipes qui euh, savent mettre en avant tes faiblesses pour te forcer à jouer dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte que la façon dont les équipes essaient de brider Boston, c'est de transférer les responsabilités au scoring sur Jalen Brown plutôt que Hmm. sur Jason Tatum. Tout à Et fait. le problème avec cette équipe de Boston, non seulement tu as la partie perte de balle et parfois manque de réaction, mais moi, comment dire? Moi, ce qui me gêne un peu avec cette équipe-là, c'est tu as la sensation qu'ils sont profonds, mais qui sont pas si polyvalents que ça. C'est-à-dire Oui, que je tu as vois ce des que tu joueurs veux dire. interchangeables, tu as des joueurs qui sont interchangeables, mais tu as certains joueurs du système où ils sont interchangeables, mais ils sont interchangeables par exemple par rapport à une position, mais pas par rapport à un skill set. Et Voilà. en Et à fait, partir la du façon moment où dont, tu arrives à voilà, bloquer le truc, bah, peu importe le gars qui vient, ça sera toujours le même blocage, en c'est fait, ça, quelque part. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais après, voilà, on est en finale de conférence.
c'est normal que les faiblesses commencent à poindre le bout de leur nez. Quand même. Tu vois, en finale de compétition, c'est normal que tu commences à avoir. T'es pas là par hasard, on va faiblesses. dire. Voilà. T'es pas là par hasard et les équipes qui sont en face de toi ne sont pas là par hasard. Donc, faut donner du crédit, encore une fois, au Heat et à Spoelstra. Tout à fait. Mais tu as l'impression, en fait, que Boston a quand même les moyens de dominer cette série, ou du moins est le favori pour remporter cette série. Il ne va pas falloir donner de match, puisque Miami, c'est une équipe qui ne donne aucun match. Miami, c'est une équipe qui ne donne aucun match et tous les matchs, la majorité des matchs séries dans lesquels ils ont été, à part peut-être, je crois, il y a un match face aux Knicks, ils ont toujours, remporté tout ce qui était clutch grâce à un Jimmy Butler, flamboyant. Donc, faudra pas. Boston n'aura pas énormément de cartouches à griller. Mais après, c'est une équipe qui, à chaque fois, se met en difficulté. Et voilà, tu vois, l'an dernier, c'était un peu pareil. Ils sont dos au mur face à Milwaukee. Ils perdent le match 5. Ils sont menés 3-2. Ils vont faire un match dantesque. Notamment, Tatum qui va faire un match dantesque 46 points, à Milwaukee. Et après, tu as le match 7 de Grant Williams. L'an dernier, ils ont failli se faire éliminer eux-mêmes sur une fin de match totalement, on va dire, indécente de Jimmy Butler. Une match totalement indécente de Jimmy Butler qui passe un tir de les sortir. Donc, là encore, tu vois, il y a quelques doutes qu'on peut avoir sur cette équipe de Boston, mais ils ont quand même le plancher nécessaire pour remporter 4 des 6 prochains matchs. À voir la réaction qu'en tout cas qu'ils auront cette nuit. Juste pour petit clin d'œil par rapport aux stats avancées, les stats avancées, parce qu'on dit playoff, Jimmy Butler en mode playoff, tout ça, la révolution. Pas tant que ça une révolution. Toutes les stats avancées cette saison. Jimmy Butler, il est toujours bien. Montraient que Jimmy Butler était largement un des meilleurs arrières de toute la ligue. Un des meilleurs défenseurs, meilleur dans le clutch, meilleur en termes de ratio au lancer franc. Enfin, tout ce qu'il fait maintenant, c'est un travail. Il est constant, Jimmy Butler. C'est juste que là, tout d'un coup, ça nous saute au visage. Ça nous saute au visage. Ça saute au visage parce qu'il y a le volume, il y a la notion de volume. C'est ça. Et il y a la notion de répétition et de temps de jeu. Et comme il n'y a plus Tyler Hero, il y a une partie de ce que Tyler Hero faisait et que Jimmy Butler faisait à petite dose parce que Tyler Hero en faisait une partie, même s'il le fait moins bien que Jimmy Butler, que là, Jimmy Butler est obligé de tout reprendre. Donc là, ça te saute aux yeux à quel point le gars, il est fort. Mais en fait, c'est Jimmy Butler, il est toujours bon, on va dire, en saison régulière. Sur les stats avancées, il est très, très, très fort. C'est juste qu'il y a moins de volume, donc tu t'en rends pas compte. C'est exactement ce que permet de nettoyer les stats avancées, de révéler, en fait, par rapport en termes de volume, qu'est-ce qui est un mirage et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. En tout cas, c'est des très, très bonnes indications. Merci, Tom, de m'avoir accompagné. C'était cool. Merci à toi, Josh. C'est toujours un plaisir. Hein. Mais oui. Et puis, à la prochaine. Et puis, je prie pour toi pour que Memphis, ça se passe bien. Voilà. Ah, t'inquiète. Quoi qu'il se passera à Memphis, je pense que j'irai bien. Écoute, hein. Moi, je suis assez détaché. Voilà, c'est la vie de fan. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand tu es fan d'une équipe et que l'équipe fonctionne bien. Mais après, il ne faut pas non plus se laisser consumer par des choses qui se passent outre-Atlantique. Et ça fera partie de l'histoire, tout simplement. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, profitez bien du week-end avec tous les matchs passionnants qui arrivent. Et on discute de tout ce qui se passera ce week-end lundi prochain. Ciao, bye bye. Salut.